La réaction inflammatoire, un exemple de réponse immunitaire innée. On va commencer par quelques définitions primordiales pour faire le point, car la dernière fois que vous avez fait de l'immunité, c'était en troisième, là vous êtes en TS, donc il faut tout remettre dans votre tête d'aplomb. D'abord, l'immunologie. Logie veut dire science, donc c'est la partie de la biologie, l'étude du vivant, qui étudie les moyens de défense de l'organisme. Quand on parle d'immunité, c'est la propriété que possède un organisme vivant de développer des moyens spécifiques de défense, naturels ou acquis, contre un agent pathogène extérieur, infectieux, toxique, tumoral, ou contre un corps étranger, greffe, cellule d'un autre individu. Il faut ajouter à ceci que l'immunité vise à maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire l'intégrité de l'organisme, c'est-à-dire un état d'équilibre où l'organisme fonctionne correctement. Vous savez que quand vous êtes malade, votre corps ne fonctionne pas correctement. Vous avez de la fièvre, vous êtes incapable de faire du sport, de porter des trucs lourds, vous êtes cloué au lit. Bref, votre corps ne fonctionne pas correctement car il est attaqué par un organisme étranger. Donc, dans l'immunité, il faut d'une part prendre l'aspect défense contre un agent reconnu comme étranger et d'autre part le maintien de l'intégrité. Donc on verra ces deux aspects au fur et à mesure des chapitres. On distingue tout d'abord l'immunité innée, c'est-à-dire celle que l'on possède depuis la naissance, appelée aussi immunité non spécifique naturelle, et qui s'exprime toujours de la même manière, quel que soit l'agresseur, et elle ne conserve pas de mémoire. Donc cette réponse immunitaire innée, elle est apparue il y a 800 millions d'années. Elle consiste tout simplement à digérer les éléments étrangers, c'est la phagocytose dont on va traiter dans cette vidéo. Elle est aussi utilisée pour faire disparaître les cellules mortes par exemple. Et on va avoir l'immunité dite acquise, celle que l'on se construit au cours de sa vie, qui est appelée aussi immunité spécifique, et dont on garde une mémoire. C'est une réponse adaptative qui est apparue il y a à peu près 400 millions d'années chez les vertébrés, et elle est spécifique des micro-organismes rencontrés, et se met en place lors d'une première rencontre. On va donc démarrer notre immunité innée par observer une réaction inflammatoire chez un patient. Donc là, vous avez la thermographie d'une plaie après opération. On est au niveau du genou, donc il y a le genou gauche qui a été opéré. La plaie s'est infectée. Si on fait une thermographie, on voit nettement qu'au niveau de la plaie, la chaleur est beaucoup plus importante. On a un écart de température du patient par rapport à la valeur avant opération. Donc on constate plusieurs symptômes. Une rougeur, un gonflement, vous voyez que le genou, on a du mal à distinguer la position de la rotule alors que sur l'autre genou, on la voit à peu près. Une augmentation de température, la présence de pus jaunâtres dans la blessure. On peut voir, alors c'est vrai que la photo, j'ai pas bien scanné le bouquin, mais bon, souvent où il y a du pus, je vous fais pas un dessin, vous avez déjà vu du pus. Et bien sûr, on a mal, la douleur est ressentie par le patient. Si on fait une coupe transversale rapprochée du derme dans une peau saine et dans une peau infectée via au microscope optique. Alors, voici une coupe dans une peau saine. Je vous rappelle qu'une peau est constituée d'un épiderme, d'un derme et d'un hypoderme. L'épiderme, c'est la partie donc extérieure de la peau, c'est celle qui contient les pigments. Et on a donc les couches qui sont superposées. Donc là, ils n'ont pas représenté l'hypoderme. Dans le derme, qu'est-ce qu'on voit? On observe des fibres élastiques. C'est pour ça que vous pouvez pincer votre peau et puis la déplacer. Et on observe surtout des vaisseaux sanguins. Si on fait une coupe de peau 24 heures après une infection, on s'aperçoit déjà dans le petit encart qu'il y a une infiltration de plasma. On a l'épiderme qui se décolle du derme. Si on fait un zoom dans le derme, on s'aperçoit donc qu'il y a une infiltration de plasma à gonflement, une dilatation des vaisseaux sanguins et surtout une grande quantité de cellules présentes en très faible proportion à l'état sain. Si on fait une prise de sang du malade, donc on va commencer par faire ce qu'on appelle un hémogramme, c'est-à-dire qu'on va compter les deux catégories de cellules qu'il y a dans le sang, c'est-à-dire les globules blancs et les globules rouges.
on s'aperçoit que la quantité de globules rouges est normale. Donc je vous rappelle que les globules rouges transportent l'oxygène, ils n'ont rien à voir avec le fonctionnement du système de défense. Par contre, les globules blancs, vous voyez qu'ici, normalement, on ne devrait pas dépasser 10 000 globules blancs par millimètre cube, or on est à 12 000. Donc là, on a bien une infection. Donc on constate une augmentation de globules blancs. Si on va voir plus en détail la formule leucocytaire, donc leucocyte veut dire globule blanc, c'est du grec, cyte cellule, leuco blanc. On s'aperçoit donc qu'on a une augmentation de toutes les catégories de leucocytes. On peut donc se demander quels sont les leucocytes qui interviennent dans la plaie infectée, puisque nous avons les granulocytes, les lymphocytes, les monocytes dans le sang. Alors au passage, les plaquettes qui sont à la fin du tableau, les plaquettes servent à colmater les blessures, à faire de la croûte en fait quand vous déchirez un vaisseau sanguin. Les plaquettes sont là pour boucher rapidement les trous en attendant que les cellules du vaisseau se multiplient par mitose pour réparer le vaisseau. Donc elles ne nous intéressent pas aujourd'hui. Les différents globules blancs ou leucocytes observent au microscope optique, donc déjà leur image. Vous avez ici un monocyte. Alors le monocyte est caractérisé par un très gros noyau, parfois un petit peu découpé. On a le lymphocyte qui est une cellule un peu plus petite avec un noyau qui occupe quasiment toute la surface, tout le volume de la cellule, bien circulaire le noyau. Et enfin les granulocytes qui possèdent dans leur cytoplasme des granulations, c'est-à-dire des petites taches. Vous voyez dans la cellule rose, en haut, vous voyez des petites taches violettes. Et puis, surtout, ce qui est particulier chez les granulocytes, c'est qu'ils ont un noyau plurilobé, c'est-à-dire que le noyau va avoir plusieurs lobes. On ne va pas avoir un beau noyau bien rond. Leur formation. Toutes les cellules de défense proviennent d'un même type de cellules. Ce sont les cellules de la moelle osseuse rouge, que l'on trouve dans les os courts et plats, comme les côtes, les vertèbres, sternum, tête du fémur, également l'omoplate. Vous avez peut-être entendu parler de greffe de moelle osseuse rouge. Donc on va prélever chez un donneur compatible avec une personne qui est malade, par exemple atteinte de leucémie, c'est-à-dire un cancer des cellules du sang. On va prélever ces cellules souches dans ces os pour pouvoir les injecter à la personne malade, à qui on aura préalablement détruit toutes ces cellules sanguines, y compris ces cellules souches, par radiothérapie. Ça ne sert à rien d'injecter des cellules en bonne santé s'il reste des cellules cancéreuses. Donc on détruit toutes les cellules souches et cellules sanguines du malade et on lui injecte de la moelle osseuse rouge en bonne santé, de manière à ce qu'il puisse refabriquer toutes ces cellules du sang. Alors comment ça se passe ? C'est ce qu'on appelle l'hématopoïèse, c'est-à-dire la fabrication des cellules du sang. Donc on va avoir la fabrication à partir d'une seule cellule souche, ici en début de mitose. On va avoir 3 catégories. La première, on va rentrer dans un processus de leucopoïèse, donc leuco blanc, donc fabrication des globules blancs. Dans les globules blancs, on a 3 catégories. On s'intéresse, nous, donc aux granulocytes, macrophages et lymphocytes B et T. Donc vous lisez ce schéma verticalement, c'est-à-dire que vous partez des cellules de départ myéloblaste. Le myéloblaste va se transformer en promyélocyte qui va se transformer en granulocyte. Donc ça, vous n'avez pas forcément besoin de le retenir, vous retenez juste les cellules du bas. Donc pareil pour les macrophages, on va avoir monoblaste qui va se transformer en monocyte, celui-là on va le retenir, puis en macrophage, et dans les lymphoblastes, on va avoir transformation des lymphocytes et ensuite spécialisation lymphocytes B et T. Autre fabrication, l'érythropoïèse, c'est-à-dire la fabrication des érythrocytes, c'est-à-dire les globules rouges. Donc on va déjà avoir une cellule avec son noyau et la particularité des globules rouges, c'est qu'ils ne possèdent plus de noyau. Alors pourquoi le noyau a été enlevé ? Tout simplement pour que l'érythrocyte puisse se déformer facilement et passer dans les plus petits vaisseaux sanguins qui parfois ont exactement le même diamètre que lui, qui sont les capillaires sanguins. Et si à l'intérieur de l'érythrocyte, il y a ce noyau qui est non déformable et assez compact, ça va gêner le passage. Donc les érythrocytes n'ont plus de noyau, ce qui signifie plus d'ADN, donc impossibilité de fabriquer des nouvelles protéines pour maintenir en vie l'érythrocyte, ce qui fait que la durée moyenne de vie d'un érythrocyte, c'est 125 jours. Et enfin, donc une thrombopoïèse,
c'est la fabrication des thrombocytes, c'est-à-dire les plaquettes, celles qui réparent les petits bobos, celles qui permettent de faire les croûtes. Quand on vous dit tout le temps de ne pas gratter les croûtes, parce que si vous grattez les croûtes, vous déchirez encore la peau qui est en réparation, vous ne favorisez pas la cicatrisation et du coup vous aurez une belle trace blanche au lieu de retrouver la couleur naturelle de votre peau. Alors la localisation dans l'organisme, on va comparer un frottis sanguin, un frottis de pus. Voici un frottis sanguin, donc on reconnaît le lymphocyte en haut à gauche avec son énorme noyau rond, le monocyte avec un noyau assez volumineux et le granulocyte avec son fameux noyau plurilobé. Autour, vous avez les hématies ou érythrocytes dans lesquels on ne trouve pas de noyau et le liquide interstitiel s'appelle le plasma. Si on regarde un frottis de pus, donc le pus se récupère à la sortie d'une blessure, on va trouver essentiellement des macrophages et des débris de cellules, bactéries ou cellules lésées libérées dans le milieu par exocytose, après phagocytose par les macrophages. Donc ça, vous l'avez appris déjà en troisième. Un macrophage, c'est une cellule qui est capable de manger, on va dire, une bactérie, un microbe, une cellule abîmée, et pour la digérer, la détruire. Enfin, moi, j'appelle ça des bouffetous. Vous voyez, bouffetous, c'est très parlant comme terme. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans les tissus infectés présentant du pus, une quantité très importante de certaines cellules de défense, les cellules sentinelles, particulièrement les macrophages. On constate que les lymphocytes ne sont jamais présents dans le pus, on en déduit qu'ils ne franchissent pas la barrière du vaisseau sanguin. On en déduit qu'il existe une ligne de défense dans les tissus qui est capable de défendre l'organisme lors de la pénétration d'un corps étranger et de prévenir également les cellules circulantes. Bah oui, il faut réfléchir. Votre corps, c'est comme un château fort. Il y a les... Oh, ça y est, je suis fatiguée, je trouve plus long. Les remparts, voilà, votre peau, c'est le rempart du château fort. Et puis, à l'intérieur du château fort, vous avez le château, le donjon, et puis tout le monde qui vit. Et bien, votre peau, c'est le rempart. Et puis, à l'intérieur, vous avez vos organes et tout. Vous avez le château, le cœur, les poumons, tout ça, il faut protéger. Donc, vous avez, en toute logique, des cellules. Comme sur les remparts, vous avez des sentinelles qui sont là pour surveiller l'ennemi qui arriverait autour du château. Et bien, dans vos cellules de la peau, vous avez des cellules dites sentinelles qui se baladent et qui sont là pour surveiller l'entrée d'éléments étrangers. Donc, on peut se demander quelles sont les cellules mobilisées, quel est leur rôle et comment savent-elles où venir. Donc les cellules mobilisées dans la réaction inflammatoire. On va commencer par les cellules présentes sur place qui assurent la première ligne de défense. On a donc les cellules dendritiques qui ressemblent à ça. Elles proviennent de la lignée des monocytes et se trouvent dans tous les tissus en contact avec le milieu extérieur. Ce sont des cellules dites sentinelles puisqu'elles sont dans les cellules de la peau et des muqueuses. Elles sont là pour surveiller. Si on étudie le comportement de ces cellules dendritiques, on va commencer par le graphique. Vous avez la proportion de cellules dendritiques mobiles dans un derme sain et dans un derme après injection, soit de billes en plastique, soit d'un ver parasite. Alors regardons dans un derme sain. On constate qu'on a à peu près 82% de cellules dendritiques mobiles. Si on fait une injection d'un ver parasite, on chute à 18%. Si on met des billes, on descend un petit peu, 70%. Donc là, on a une disparition de cellules dendritiques mobiles. Donc on constate que les cellules dendritiques sont moins présentes dans le derme après l'apparition du ver parasite, 18% au lieu de 82%. On va essayer de comprendre pourquoi. Regardons maintenant les photos. On a pris des photos en temps réel du comportement d'une cellule dendritique dans la peau de l'oreille d'une souris non infectée. On a mis en coloration une cellule dendritique, donc à t égale 0 minutes. Au bout de 5 minutes, vous voyez qu'elle a légèrement disparu. Elle semble être positionnée sur une fibre élastique du derme. À 11 minutes, puis 14 minutes, vous voyez que la cellule s'est déplacée. Donc on constate que les cellules dendritiques sont capables de se déplacer. Qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'elles ne participent pas à l'attaque du corps étranger. Sinon, elles resteraient sur place. Alors, on pourrait se dire, elles se cassent, elles ont la trouille. Bah non, réfléchissez. Quand vous faites attaquer un château, vous avez des sentinelles. Et dans les sentinelles, qu'est-ce qui se passe?
les sentinelles, elles attaquent l'ennemi. Mais il y en a toujours un qui court pour aller prévenir le chef. Eh ben oui, dans le temps, ils n'avaient pas de téléphone sous les châteaux forts. Il fallait bien que quelqu'un se dévoue pour aller prévenir le chef. Bon, en général, il y en avait toujours un qui partait tout de suite parce qu'il n'avait pas envie d'affronter les ennemis. Eh ben, notre cellule dendritique, elle fait pareil. C'est notre petit messager qui va vite aller prévenir le grand général qui se trouve à l'intérieur. En l'occurrence, les lymphocytes, on verra ça dans la deuxième vidéo. Donc, on peut supposer qu'elles vont chercher du renfort. Le mastocyte, qu'on appelle aussi polynucléaire granulocyte, basophile. Alors, polynucléaire, plusieurs lobes du noyau, granulocyte parce qu'il a des granulations dans son cytoplasme, et basophile parce qu'il est révélé uniquement par un colorant basique. Donc, en voici une photo. Prise au microscope électronique à balayage et colorée. On voit qu'à l'intérieur, il y a effectivement plein de granulations. Donc ce mastocyte est au repos. On vous précise que sa libération d'histamine est égale à 1, c'est une valeur de référence, et que dans le milieu autour de lui, on trouve en concentration d'un facteur qu'on appelle le TNF, 50 picogrammes par millilitre. Si maintenant on observe un mastocyte après contact avec des bactéries, on retrouve le noyau plurilobé et on s'aperçoit qu'effectivement il y a un problème, il y a beaucoup moins de granulation. Et par contre en parallèle, on a une grande libération d'histamine, 5,6, et comme par hasard dans le milieu, il y a une grande concentration de TNF. Donc on récapitule, on constate qu'après contact avec une bactérie, le mastocyte ne contient plus de granulation. On constate en parallèle une forte libération d'une molécule, l'histamine. En parallèle, on observe une forte concentration dans le milieu d'une molécule appelée TNF-alpha. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que le mastocyte est une cellule importante dans le processus de mobilisation des cellules sentinelles en libérant des molécules d'histamine dans le milieu, certainement sous l'effet du TNF-alpha. Donc on verra plus tard ce que c'est que ce TNF-alpha. Cette histamine, on va voir quel est son rôle, par exemple dans le cas d'une piqûre d'abeille. Je vous ai mis une image de la molécule en haut à droite. Vous avez un tableau qui vous donne le pourcentage d'histamine relâché par les mastocytes pour 4 patients en fonction des allergènes qu'on a testés chez eux. Pour ceux qui n'ont jamais été faire de tests d'allergie, on fait des petits tests d'allergie sur la peau, on met des gouttes. Repérer, l'allergologue met des petites gouttes qui contiennent les allergènes, donc par exemple des protéines de chèvre, de lait, etc., ou des protéines de venin d'abeille. Puis ensuite, il va faire une petite piqûre au milieu de la goutte. C'est une toute petite piqûre toute simple, il ne va même pas percer beaucoup la peau. Ça permet juste aux allergènes de rentrer dans la peau et ensuite, au bout de 2-3 heures, on voit si la peau gonfle ou pas. Ça nous permet de savoir si la personne est allergique ou pas. Donc, on va travailler sur 2 patients, le patient 2, le patient 4. Voici le patient numéro 4 qui s'est fait piquer par une abeille. Donc vous avez ces résultats de pourcentage d'histamine pour les différentes concentrations de venin d'abeille, que l'on soit à 0,5 ou 0,1 ou 0,05 ou 0,01 picogrammes par millilitre, microgrammes par millilitre, pardon. Vous voyez que le pourcentage d'histamine est faible et son gonflement de bouton est faible. Par contre, le patient numéro 2, vous voyez que sa main est doublée de volume et regardez le pourcentage d'histamine relâché par les mastocytes. Donc chez ce patient, les mastocytes relâchent énormément d'histamine, quelle que soit la concentration du venin d'abeille. Donc cette personne est allergique aux piqûres d'abeille, en tout cas au venin. Donc on constate que la libération d'histamine provoque un gonflement des tissus plus ou moins important selon les individus. On essaye de comprendre l'action de l'histamine. On injecte un colorant fluorescent dans la circulation sanguine d'une souris. Bref, on rend le sang fluo. On applique ensuite de l'histamine dans l'un de ses muscles et on suit la fluorescence dans les tissus proches des vaisseaux sanguins irriguant le muscle traité. Donc vous avez pigé, on rend tout le sang de la souris fluo et on va mettre de l'histamine au niveau d'un muscle. Et on va voir finalement quel est le rôle de l'histamine sur le sang. Et on s'aperçoit sur le graphique que la souris contrôle témoin, donc elle n'a pas de fluorescence au niveau du muscle. Par contre, au moment où on injecte de l'histamine chez la souris, on va s'apercevoir, donc sur la souris traitée par l'histamine, quand on lui injecte l'histamine, on s'aperçoit que la fluorescence augmente. Donc à l'endroit où on a injecté de l'histamine, on a une fluorescence qui apparaît. Donc on constate que
l'injection d'histamine dans un muscle provoque une augmentation de fluorescence à son niveau. On sait que la fluorescence correspond au sang. On en déduit que l'histamine doit augmenter la dilatation des vaisseaux sanguins ainsi que leur perméabilité. Le macrophage maintenant. Voici un macrophage vu au microscope. Alors, je vous ai redessiné les contours. Un macrophage, c'est pas toujours bien circulaire. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de se déformer. Vous avez ici une belle photo d'un macrophage alvéolaire qui attaque des bactéries Escherichia coli. Et le macrophage, en fait, il ne se rencontre que dans les tissus. Il provient de la transformation d'un monocyte sanguin. Donc, moi, typiquement, c'est celui que j'appelle le bouffe-tout. Enfin, voilà quoi, il bouffe. Il bouffe, il digère. C'est le meilleur moyen de se débarrasser d'un ennemi, non? Quand vous avez un lion, vous allez sur le territoire d'un lion. Le lion, il vous sent ennemi, vous êtes capable de lui voler son territoire. Qu'est-ce qu'il vous fait? Ben, vous attaquez, il vous bouffe, comme ça, il est tranquille. Et ben ça, c'est bouffe-tout, fait pareil. Il bouffe toutes les bactéries qui rentrent à les os. Tranquille. Alors, ce phénomène de bouffe-tout, ça s'appelle la phagocytose. Donc, cytose, cyte, on retrouve cellule. Phagos veut dire, du grec, ça vient phagen, ça veut dire manger, donc manger les cellules. Alors là, je vous ai mis tout le mécanisme sur une seule image. C'est-à-dire qu'en étape 1, la bactérie va être fixée sur la membrane du phagocyte. Ensuite, on va avoir une déformation de la membrane qui va englober la bactérie, c'est ce que vous observez sur l'électronographie à gauche, c'est ce qu'on appelle des pseudopodes, faux qui ressemblent, podes pieds, donc c'est un peu des faux pieds, des fausses mains qui vont venir recouvrir la bactérie. Donc la membrane, elle se déforme pour englober la bactérie. À ce moment-là, ça va former une vésicule à l'intérieur de la cellule. Ce phénomène s'appelle donc l'absorption. Donc après adhésion, on a absorption. Une fois que la bactérie est rentrée, la vésicule s'appelle un phagosome, c'est une vacuole digestive. Il y a des petites vésicules qui s'appellent les lysosomes qui vont venir fusionner avec le phagosome et libérer à l'intérieur du phagosome des enzymes. Bah, c'est un peu, si vous voulez, comme un estomac, quoi. On va digérer la bactérie. C'est l'étape 3, digestion. Puis en fait, étape 4, et ben, c'est comme nous, quand on a fini de bouffer, et ben, on va rejeter ce qui sert à rien. Je vous fais pas un dessin. Rejet des débris bactériens dans le milieu, c'est ce qu'on appelle l'exocytose. Donc, exo veut dire dehors, en dehors de la cytocellule. Ça va pour tout le monde? Vous êtes censé être capable de dessiner ça. Donc voici les chronologies de la phagocytose fait par une élève que j'ai récupérée sur internet. Je trouve son dessin pas trop mal. Je vous invite à être capable de dessiner ça pour le bac, c'est le minimum. Alors maintenant, on a vu ce qui se passe au niveau des cellules sentinelles dans la peau. On va voir maintenant que les cellules sanguines vont être appelées en renfort par des médiateurs chimiques. Donc tout d'abord, le rôle de ce qu'on appelle les DAMP. Donc vous avez un document ici qui vous montre l'interaction des granulocytes neutrophiles. Donc granulocytes, ils ont des granulations. Neutrophiles, parce qu'ils sont colorés par un colorant neutre. Au site d'une inflammation dite stérile, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé une infection, mais on a blessé des cellules en fait. Si vous vous coupez, même s'il n'y a pas de bactéries, vous avez mal et vous avez une inflammation qui peut se former. Donc dans cette expérience, on vous explique que des souris ont été anesthésiées, puis ouvertes, et leur foie a été soumis sur une petite surface très localisée à une forte chaleur. C'est sadique, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est le progrès de la science, c'est comme ça. Cette agression, elle entraîne la mort des cellules du foie, donc on appelle des hépatocytes, à l'endroit de la brûlure, donc localement, et ainsi la libération de signaux de danger, ce qu'on appelle le DAMP, Danger Associated Molecular Pattern. Ces signaux de danger vont activer la production de médiateurs de l'inflammation par les cellules avoisinant la lésion et notamment des chimiokines qui vont attirer les granulocytes neutrophiles. Vous allez me dire, oh là, c'est compliqué, il y a plein de mots. Non, mais c'est simple. Vous vous faites agresser. Qu'est-ce que vous faites? Vous criez au secours. Et en criant au secours, il y a des gens qui rappliquent. Bon, bah là, c'est pareil. La cellule qu'on voit en rouge sur les photos, elle est blessée. On l'a brûlée. Donc, elle va crier au secours en libérant une molécule chimique qu'on appelle le DAMP.
Et les cellules granulocytes neutrophiles vont sentir, entre guillemets, ils vont fixer cette molécule qui diffuse dans le milieu, ils vont sentir donc cette molécule et vont être attirés par le gradient de concentration, c'est-à-dire que la molécule, elle part des cellules blessées, et il y en a forcément beaucoup autour de la cellule blessée, et plus on s'éloigne, moins il y en a. Donc on a ce qu'on appelle un gradient de concentration. C'est plus concentré vers la cellule blessée, et plus on s'éloigne, moins c'est concentré. Exactement comme votre cri au secours. Les gens qui sont à côté de vous, ils vont l'entendre très fort, et ceux qui sont très loin de vous, ils vont l'entendre tout doucement. On peut faire à peu près la même analogie. Donc les granulocytes neutrophiles vont se diriger en fonction de la quantité de signaux DAMP pour venir autour de cette cellule blessée pour voir ce qui se passe et jouer leur rôle. Donc sur les photos de gauche, pour les photos B, donc les neutrophiles sont arrivés sur le site de la lésion. On les voit très bien, d'accord? Ils sont en vert. Sur la photo de droite, par contre, les souris ont été traitées avec un inhibiteur du récepteur reconnaissant la molécule chimiotactique ou chimiokine libérée au niveau de la lésion. Donc on a inhibé, c'est-à-dire empêcher de fonctionner les récepteurs des chimiokines. Et on voit que les granulocytes neutrophiles ne peuvent alors plus détecter le gradient formé par les molécules chimiotactiques et donc ne pas arriver au site de l'inflammation. C'est comme si tous les gens autour de vous, quand vous criez au secours, on leur avait mis des bouchons dans les oreilles, ils n'entendent pas. D'accord? Donc on a bloqué leur récepteur, c'est l'oreille. Et donc ils ne peuvent pas se diriger vers vous. Ça va pour tout le monde? Donc les cellules sanguines, quand elles sont blessées, elles envoient un signal de secours qui s'appelle le DAMP et qui attire les cellules du sang. Le rôle de l'interleukine 15 ou IL-15. On a ici une expérience où on a mesuré le pourcentage d'activité des monocytes en fonction de la dose d'interleukine 15 en nanogrammes par millilitre qu'on a injecté. L'interleukine 15 est un médiateur chimique produit par les cellules dendritiques et monocytes macrophages. On le mesure in vitro, le taux d'activation de monocytes en présence de doses croissantes d'interleukine 15. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Qu'en absence d'interleukine, les monocytes ne sont quasiment pas activés. Zéro interleukine, on est à peine à 5%. On constate que plus la concentration en interleukine augmente, plus les monocytes sont activés, 25% d'activés pour 12,5 nanogrammes par millilitre d'IL-15, puis 48 pour une dose de 50. On en déduit que l'interleukine 15 est un médiateur chimique activant les monocytes. Qu'est-ce qu'on sait? Que les monocytes sont des cellules sanguines qui peuvent passer dans les tissus et devenir des macrophages doués de phagocytose. On peut donc dire que l'interleukine 15 facilite la phagocytose et donc la destruction de l'agent étranger. Elle peut donc agir sur toute cellule douée de phagocytose. La diapédèse est facilitée par le TNF-alpha. Alors qu'est-ce que c'est que la diapédèse? C'est le mécanisme par lequel un leucocyte s'insinue entre les cellules endothéliales d'un capillaire sanguin en réponse à des signaux chimiques inflammatoires. Donc dans diapédèse, on va retrouver pédèse, le fait d'avoir des pieds. Ils vont se déformer pour s'accrocher et passer à travers la paroi du vaisseau pour rentrer dans les tissus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été attirés par des signaux chimiques. Donc comment ça se passe? On va lire notre graphique là de gauche à droite. On a tout d'abord la capture dans la circulation du sang de notre granulocyte ici, qui possède donc son noyau plurilobé. Ce granulocyte il circule, donc le sang ça circule très vite. Il va falloir réussir à accrocher ce granulocyte qui file à toute vitesse contre la paroi qu'on appelle l'endothélium du vaisseau sanguin pour faire en sorte qu'il puisse passer à travers les cellules pour rentrer dans le tissu. Donc on a la capture, il va être capturé grâce à un complexe donc constitué d'un récepteur qu'on appelle la sélectine qu'il aura fabriqué. Et sur les cellules de l'endothélium, on a des protéines qu'on appelle des mucines qui sont complémentaires de ce récepteur sélectine. Et quand les deux vont s'accrocher, on va donc avoir d'abord un roulement de la cellule, elle va être fixée sur un seul point, donc vous imaginez avec le sang qui continue de couler au-dessus, un seul point de fixation ça ne permet pas de le bloquer correctement, on a un roulement, on emmène
le granulocyte vers un point d'entrée et une fois que l'adhésion est forte, qu'elle est bien faite, on va avoir ce qu'on appelle une transmigration, donc le passage du granulocyte, il va se déformer pour passer entre les deux cellules et rentrer dans le tissu dit conjonctif, c'est-à-dire le tissu de soutien qu'il y a autour par exemple du muscle, etc. Donc tout ça, ça se fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un gradient de chimiokine attractive, donc on va avoir beaucoup de chimiokines dans le tissu blessé, ces chimiokines vont diffuser dans le sang, et au niveau des cellules du vaisseau sanguin de l'endothélium, là où il y aura des chimiokines, les granulocytes vont se fixer, ils vont être donc attirés. Donc ici vous avez une photographie qui vous montre un capillaire qui est visible au centre de l'image. On observe deux polynucléaires qui franchissent la paroi d'un capillaire dont la lumière est indiquée par des astérix et colorée en jaune. Alors ce qu'on appelle la lumière, c'est l'intérieur du vaisseau. Quand on fait une coupe de tissu, il y a du sang dans le vaisseau, sauf qu'au moment où on coupe, le sang c'est un liquide, il va s'évacuer. Donc il va rester un trou qui va laisser passer la lumière du microscope. C'est pour ça que ce trou, on l'appelle la lumière. Les têtes des flèches, elles pointent vers les noyaux des cellules endothéliales, c'est-à-dire les cellules qui constituent la paroi du vaisseau. Vous avez ici un gros plan pris au microscope électronique à balayage et colorisé à l'ordinateur. Vous avez la sortie d'un granulocyte d'un vaisseau sanguin irriguant un site inflammatoire. Donc vous voyez qu'il se déforme et il va falloir ensuite qu'il réussisse à faire passer son noyau entre les deux cellules endothéliales. Donc le rôle du TNF-alpha, ce qu'on appelle donc le tumor necrosis factor alpha. Vous en avez une image en haut à droite. On va faire une mesure de la concentration de TNF-alpha chez des souris mutantes et témoins. Donc on prend des macrophages qu'on met en culture en présence du virus de l'herpès et on suit la concentration de TNF, donc ici vu sur Rastop en haut à droite, dans le milieu de culture, chez une souris témoin et chez une souris mutante. Alors elle est mutante en quoi? Parce qu'on a inactivé son récepteur de l'immunité innée de ces macrophages. D'accord? Donc on prend chez une souris témoin ces macrophages, on va les cultiver en présence du virus de l'herpès, et chez une souris qui est mutante, c'est-à-dire qu'il y a des macrophages ne possédant pas de récepteur de l'immunité innée, on va faire la même expérience, on va mettre ces macrophages mutés en présence du virus d'herpès, on va cultiver. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On constate qu'en présence du virus de l'herpès, les macrophages des souris témoins multiplient leur production de TNF par 5. On constate qu'en présence du virus de l'herpès, les macrophages des souris mutantes ne produisent quasiment pas de TNF, moins d'une unité. On sait que les souris mutantes ont un récepteur de l'immunité innée inactivé. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que les macrophages ne peuvent produire du TNF que s'ils fixent le virus sur un récepteur, c'est-à-dire qu'ils identifient un élément étranger à l'organisme. Maintenant, on va essayer de comprendre le rôle exact de ce TNF. On mesure l'expression de la sélectine sur les parois de cellules internes des vaisseaux sanguins en réponse à l'injection de TNF. On a vu 2 diapos précédentes que le granulocyte a besoin de sélectine pour se fixer sur la paroi du vaisseau. Et s'il n'y a pas de sélectine, ils ne peuvent pas se fixer, ils ne peuvent pas rentrer dans les tissus pour aller aider les cellules sentinelles. Si on fait donc une addition de TNF, on observe l'expression de la sélectine. On constate que sans TNF-alpha dans le milieu, soit 0 heure après injection, il y a peu de sélectine exprimée sur les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins. 0, on est à peu près à 100. On constate par contre que 4 heures après l'injection de TNF-alpha dans le milieu, le pourcentage de sélectine est à 800% au niveau initial et que ce pourcentage diminue progressivement jusqu'à atteindre 200% de son niveau initial 48 heures après injection. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que le TNF-alpha est responsable de l'expression de la sélectine par les cellules endothéliales, facilitant ainsi la diapédèse des cellules sanguines pouvant intervenir dans le tissu infecté, à savoir granulocytes et monocytes. D'accord? Puisque quand on a du TNF, 4 heures après, on a plein de sélectine qui apparaît 800% du taux initial. Voilà, je ne vais pas vous dire mieux. On met du TNF, la sélectine elle apparaît.
C'est très simple. Donc regardez bien toujours, on constate que, on en déduit que. Maintenant, le rôle des prostaglandines. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'elle nous emmène avec tous ces trucs, ça va vite. Bah ouais, la réaction inflammatoire, c'est compliqué. Il y a plein de cellules, plein de médiateurs chimiques. On va vous donner à chaque fois des petits documents comme ça à étudier. Et après, ce sera à vous de faire le lien et de construire un schéma bilan. Ce que j'ai fait dans une de mes vidéos, on va le regarder ensemble après. Donc, on arrive à un autre médiateur chimique, les prostaglandines. Alors, ces prostaglandines, elles interviennent au niveau de la douleur. Donc à partir du moment où vous avez une inflammation, des prostaglandines sont fabriquées. Elles vont stimuler ce qu'on appelle des nocicepteurs. Ce sont des récepteurs nerveux spécialisés dans la douleur qui vont envoyer un message au cortex sensoriel pour dire « aïe, j'ai mal ». Oui, c'est gonflé. Vous savez que quand vous avez une blessure qui est gonflée, ça vous fait mal. Et si en plus vous appuyez dessus, vous avez encore plus mal. Donc ces nocicepteurs, ils sont localisés dans les tissus cutanés, musculaires, articulaires, ainsi que dans les parois des viscères. Vous avez déjà tous eu une infection au niveau des intestins qui s'appelle les gastroentérites, ça fait mal. Alors, la prostaglandine, donc médiateur chimique fabriqué par les mastocytes lors de l'inflammation, elle stimule ces récepteurs. Donc on récapitule, vous avez une cellule inflammatoire. Les phospholipides membranaires vont être transformés par une enzyme qu'on appelle la phospholipase pour donner de l'acide arachidonique. Cet acide arachidonique va être transformé lui aussi par une autre enzyme, la cyclooxygénase, pour fabriquer des prostaglandines. Et ces prostaglandines vont être donc libérées par la cellule inflammatoire, ici le mastocyte, et vont aller provoquer vasodilatation, fièvre et douleur. Donc si on récapitule, on a des médiateurs chimiques de l'inflammation et on en a deux sortes. On a la famille des cytokines, qui sont des molécules sécrétées par les cellules du système immunitaire, activant d'autres cellules immunitaires, déclenchement par exemple de la phagocytose. Et on a les chimiokines, qui sont des molécules sécrétées par des cellules du système immunitaire et responsables d'un chimiotactisme, c'est-à-dire d'une attirance d'autres cellules immunitaires. D'accord? Donc vous avez deux sortes de messagers, les messagers qui activent tout le monde et les messagers qui vont chercher du renfort. Donc si on met tout ça dans un tableau récapitulatif, on a les prostaglandines produites par mastocytes macrophages, leur rôle, dilatation des vaisseaux sanguins, activation des récepteurs de la douleur. L'histamine, produite par les mastocytes, augmentation de la perméabilité vasculaire. Vous vous souvenez de la main gonflée? Là, il y en a du sang qui est arrivé, il y a de la flotte là-dedans. Chimiokine, qui exerce une attraction chimique. Toutes les cellules sentinelles vont en libérer, chacune en libérer une particulière, il y en a des tonnes, je vous parle d'une famille là. Ça provoque un chimiotactisme, c'est-à-dire une attraction des cellules leucocytaires vers les tissus enflammés. Et enfin les cytokines, molécules modifiant l'activité d'une autre cellule, on a vu deux exemples, le TNF-alpha, qui est produit par les mastocytes, les macrophages et les cellules dendritiques résidentes, qui va provoquer l'expression de molécules adhérentes sélectines sur les parois internes des vaisseaux sanguins, active la production de chimiokines par les cellules endothéliales, permettant le recrutement de cellules sanguines, et il facilite la réparation des tissus. Et enfin, l'interleukine 15, qui est produite par toutes les cellules sentinelles, et qui va activer les monocytes macrophages et les granulocytes en déclenchant la phagocytose. Donc là, vous voyez tout ce qu'on a fait depuis le début, tous les documents qu'on a étudiés un par un, on constate qu'on n'en déduit que. On peut récapituler tout ce qu'on a vu dans un tableau et maintenant avec ce tableau, vous devriez être capable de construire un schéma bilan. Donc voici un schéma simplifié de la réaction inflammatoire. Je fais vite fait un peu au brouillon, je ne me suis pas très appliquée, je suis désolée. Mais c'est pour vous montrer que des fois vous nous rendez des trucs comme ça et que c'est pas top et vous comprenez pas. Ouais mais madame c'est propre. Ouais ben franchement là vous y comprenez quelque chose avec mon écriture? Haha, c'est chiant quand on vous dit de bien écrire. Alors on va voir ça bien ensemble. Ce schéma, alors souvent on représente le vaisseau sanguin à gauche et la barrière de la peau à droite, ce qui fait que ce schéma va être lu de droite à gauche. Or, bien souvent vous ne le comprenez pas quand on vous le donne dans les bouquins parce que conventionnellement vous avez appris à lire de gauche à droite. Donc faites attention, on va lire de droite à gauche. Donc à droite vous avez la barrière, le rempart de votre château fort, c'est la peau. Sauf que manque de bol, vous piquez, il y a une épine qui rentre, alors on va dire qu'il y a l'ennemi qui attaque avec un coup de bélier,
Off, on défonce la porte. Hein. Donc on a une cellule étrangère qui va rentrer. Cette cellule étrangère, elle possède à sa surface des protéines qu'on appelle des PAMP, Pathogen Associated Molecular Pattern. Ce sont des protéines spécifiques de cette cellule-là qu'on ne va pas retrouver chez nous. Donc il y a une faille dans le rempart, la bactérie elle rentre. Comme on a donné un coup de bélier, c'est-à-dire l'épine, on a déchiré les cellules de la peau. Les cellules de la peau, elles vont crier au secours. Donc elles envoient un DAMP, Danger Associated Molecule Pattern. Au secours, je suis attaqué. Et qui c'est qui récupère ce DAMP? Les fameuses cellules sentinelles dendritiques. Elles sont attirées par ce DAMP. Et qu'est-ce qui va se passer? Elles possèdent à leur surface des récepteurs qu'on appelle PRR, pour Pattern Recognition Receptor, qui vont fixer ce fameux PAMP. Donc on a les cellules sentinelles dendritiques, qui elles, une fois qu'elles l'ont reconnu, elles vont courir voir le général en chef. Donc elles vont se déplacer, aller présenter les cellules, présenter aux cellules des organes lymphoïdes des petits morceaux de l'ennemi. Ça va être par exemple chef, regardez, on est attaqué, j'ai récupéré le bouclier de tel soldat, est-ce que vous reconnaissez l'écusson qui est dessus? Et là le chef il va dire ouais je reconnais, c'est le royaume voisin, ils veulent m'attaquer, je vais envoyer mes soldats spécialisés, je connais leurs combattants, je sais comment ils combattent, je vais envoyer mes soldats spécialisés. C'est tout à fait ça. On a d'autres cellules sentinelles qui vont rester sur place et qui elles vont envoyer des médiateurs chimiques pour dire « Eh les gars, c'est par ici, venez donc nous aider, on va pas s'en sortir tout seul ». Donc médiateur chimique en direction du sang pour attirer les globules blancs qui sont dans le sang. On va recruter des cellules sanguines. Et ces cellules sanguines vont donc rentrer dans les tissus pour venir aider les cellules sentinelles qui sont là. Exactement comme dans un château fort, quand on est sur la barrière, à la garde, on est attaqué, à la garde. Et bien la garde, c'est les globules blancs qui se baladent dans le sang, qui débarquent et qui viennent donner des renforts aux sentinelles. Bon, si vous n'avez pas pigé, vous ressortez vos Playmobil, vous allez voir, ça va marcher du feu de Dieu. On continue. Cette fois, on va voir le schéma super méga compliqué, celui que j'ai fait en vidéo. Le tout premier, je sais, ma vidéo, elle était pas belle. Voilà, bilan complet de la réaction inflammatoire. Là, tout de suite, là, oula, c'est quoi tous ces trucs? On reprend de droite à gauche. La peau, à gauche, vaisseau sanguin. La peau, blessure, épine. Sur l'épine, il y a toujours des microbes. En bleu, c'est une blessure. Donc, les bactéries qui possèdent leur fameux PAMP. Elles vont rentrer. On a blessé les cellules, qui vont donc lancer en flèche rouge un DAMP, un signal de secours. Ce DAMP va être récupéré par les mastocytes, mais également par des terminaisons nerveuses et vont stimuler la douleur. Les bactéries, avec leur PAMP, vont être fixées par les cellules dendritiques en vert sur le fameux récepteur PRR. La cellule dendritique, faut quand même qu'elle se défende contre la bactérie. Elle va pas simplement la coller, en fait, elle va la bouffer, pour être tranquille, elle va la digérer. Elle va emmener avec elle des petits bouts, puis elle va monter dans les ganglions pour montrer aux lymphocytes les petits morceaux de l'ennemi. Bref, elle va voir le général et puis elle lui emmène le fameux bouclier ou la tenue du soldat ou le casque du soldat, bref, ou le drapeau pour dire « chef, regardez qui c'est qui nous attaque ». Les bactéries donc vont également être fixées par le PRR du mastocyte. Le mastocyte à ce moment-là, c'est lui qui est plein de granulation. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, il va libérer des prostaglandines qui vont activer les terminaisons nerveuses, activer la douleur. Les prostaglandines vont aller au niveau des vaisseaux sanguins. Il va y avoir augmentation de la vasodilatation et de la perméabilité. L'histamine est libérée en très grande quantité, surtout chez les personnes très allergiques. Elle va augmenter la perméabilité et la vasodilatation également. On va avoir, troisième cellule sentinelle, la violette macrophage. Bouffe tout. Bouffe tout, lui bouffer. Il va fixer un PAMP. À partir du moment où il a fixé un PAMP, oh, ça y est les mecs, j'en ai bouffé un, il y a de la bouffe ici, il faut venir. Donc lui, toc, il renvoie des prostaglandines, toujours pareil, il faut appeler du renfort, donc il faut beaucoup de sang. Donc vasodilatation, perméabilité. Il va envoyer un gradient de chimiokine
pour attirer les cellules circulantes. Il va envoyer du TNF-alpha pour exprimer la sélectine, pour harponner les cellules circulantes. Et qui sont les cellules circulantes qui vont rentrer? Ben, c'est ses copains, les monocytes. À partir du moment où ils arrivent à faire la diapédèse, à rentrer, ils se différencient en macrophages, on bouffe tout. Donc là, il y a du renfort qui vient bouffer. Et puis, on a également les granulocytes qui rentrent, qui, eux, sans avoir besoin de se transformer, sont capables également de bouffer. Alors, il faut quand même leur donner l'autorisation de manger. Hein. Ils sont bien polis quand ils vont à table. Ils attendent qu'on leur dise « vous pouvez manger ». Donc, ils attendent de recevoir l'interleukine 15 pour dire « c'est bon ». J'ouvre ma bouche et je bouffe. Bref, vous avez votre ligne de défense là. C'est une ligne de défense qui n'est pas spécifique. Peu importe qui rentre, on a toujours le même mécanisme. Le but final est de bouffer pour détruire l'ennemi. Le problème va être, si l'ennemi est trop nombreux, la ligne de défense ne va pas être assez suffisante. Et à ce moment-là, il faut réellement des soldats spécialisés. Donc ça, c'est la réponse immunitaire adaptative qu'on verra dans un autre signal. Je sais, je suis folle, mais n'empêche, je suis sûre que vous avez tout pigé. Si on fait le bilan sur les cellules immunitaires maintenant, on a donc à partir d'une cellule souche de moelle osseuse rouge, deux différenciations, les globules rouges en haut, les globules blancs en bas. Dans les globules blancs, on a les polynucléaires granulocytes, neutrophiles, éosinophiles, basophiles. Donc ça, phile, ça veut dire aimer. Donc ça veut dire on les différencie parce qu'ils aiment soit des colorants neutres, soit des colorants plutôt éosinaux, c'est acide, et puis basophiles basiques. Ils vont avoir chacun leur particularité. Le neutrophile, par exemple, il fait la phagocytose des débris des toxines bactériennes. L'éosinophile, lui, s'intéresse aux vers parasites intestinaux. Le basophile, lui, qu'on appelle aussi mastocyte, donc c'est lui qui libère l'histamine qui augmente l'inflammation. On a deuxième ligne les lymphocytes et troisième ligne les monocytes. Donc les monocytes, on a vu, se déforment en macrophages, en bouffent tout. Et ils vont manger les bactéries protéines. Ils vont également activer les lymphocytes T qui sont juste au-dessus. Donc on peut se demander maintenant quel est le rôle des lymphocytes B et T qui finalement, eux, restent dans le sang, dans les ganglions. Et c'est ce qu'on verra dans une autre vidéo. Donc par contre, il faut mobiliser ces lymphocytes. Donc comment est-ce que les cellules sentinelles vont-elles pouvoir activer les lymphocytes situés dans les ganglions et le sang? Je vous rappelle que vous avez dans votre organisme plusieurs ganglions. Donc à gauche, on vous indique le lieu de formation des cellules de l'immunité, le thymus et la moelle rouge des os. Et vous avez donc c'est fabriqué dans la moelle rouge et certains vont aller finir leur maturation dans le thymus. Et vous avez ensuite les lieux de stockage des cellules de l'immunité. Donc les amygdales au fond de la gorge, les végétations, les ganglions du cou, les ganglions de l'aisselle, la rate, les ganglions abdominaux, les ganglions de l'aine. Bref, vous regardez bien, vous avez des ganglions à chaque point d'entrée du corps. Les ganglions de l'aisselle, ils vont filtrer le sang qui remonte depuis le bras. Hein, vous touchez plein de trucs avec vos mains, s'il y a des microbes qui rentrent, il faut les bloquer avant que ça arrive au cœur. Les ganglions de l'aine, c'est pareil, c'est à la sortie des jambes et tout l'appareil reproducteur. Les ganglions abdominaux, c'est tout ce qui est par la bouffe. D'accord ? Donc globalement, votre système de défense, il est organisé comme le système de défense de l'armée. L'homme n'a rien inventé. Vous avez la moelle rouge des os, ce sont les casernes où on fait son service militaire. Certains des globules qui sont formés vont subir une spécialisation dans le thymus, donc des casernes de spécialisation. Et ensuite, vous avez tous les ganglions qui sont sur le territoire. Et ben, vous avez tous les régiments qui sont localisés un peu partout sur le territoire pour surveiller les différentes entrées d'éléments étrangers sur tout le territoire. Vous voyez ? On n'a rien inventé. Donc par contre, il faut que tout ça, ça communique entre eux. Comment ? Grâce au sang et à la lymphe. Donc la lymphe, c'est le liquide interstitiel qui baigne entre les cellules. Vous avez peut-être déjà remarqué quand vous grattez une croûte d'un bobo, vous enlevez la croûte, c'est pas du sang qui sort, c'est comme une goutte d'eau transparente. Et bien c'est ça la lymphe. Donc en grattant la croûte, vous allez décoller des cellules et vous faites sortir la lymphe. Donc, dans la lymphe et le sang, vous avez les agents infectieux qui circulent, mais bien sûr accompagnés par les leucocytes, vers les organes spécialisés dans la lutte. Donc, il faut préparer la réaction adaptative, c'est-à-dire préparer la réaction des lymphocytes. On va donc avoir besoin d'une cellule présentatrice d'antigènes, ou CPA,
Qu'est-ce qui se passe donc? C'est une cellule dendritique, on l'a dit tout à l'heure, qui après avoir phagocyté l'élément étranger va se déplacer vers les ganglions et présenter des antigènes aux lymphocytes. Chef, regardez, ça y est, j'en ai tué un, je vous ramène son bouclier, est-ce que vous êtes capable de l'identifier? Alors, l'antigène, il est associé à un complexe protéique de surface appelé CMH. L'antigène ici, c'est un petit peptide, c'est un fragment de protéine, il est fixé sur le CMH. Ce complexe protéique est complémentaire des récepteurs TCR de lymphocyte T. Et donc s'ils sont complémentaires, ils vont se mettre l'un sur l'autre. Et à ce moment-là, la rencontre des deux va activer le lymphocyte et la réponse immunitaire adaptative. Donc le lymphocyte T qui aura reconnu un CMH avec l'antigène correspondant à l'ennemi apporté par la cellule dendritique va s'activer et va dire « Eh, ça y est, celui-là, il est pour moi, c'est moi le bon soldat, cet ennemi-là, je le connais, je vais aller me préparer. » Alors ce CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, c'est une région du génome en fait, dont les gènes codent pour les molécules d'histocompatibilité. Je vous rappelle qu'une protéine, elle est codée par un morceau d'ADN, par un gène. Et qui ont pour fonction de présenter les antigènes aux lymphocytes, lesquels doivent ensuite différencier les antigènes de l'organisme du soi et les antigènes étrangers du non-soi et les éliminer. Donc je vous ai récupéré ici une petite image avec le soi et le non-soi, et le soi modifié. Le soi modifié, c'est en bleu, ce sont les cellules cancéreuses. Donc il faut que nos cellules de défense soient capables de faire la distinction entre les cellules de notre corps et les cellules étrangères, en l'occurrence le soi et le non-soi. C'est pour ça qu'interviennent les CMH1 et CMH2, donc qui permettent de vérifier la compatibilité des tissus en présentant les antigènes aux lymphocytes. D'accord? Tout ce qui est non-soi va donc être éliminé, détruit. Donc grains de pollen, cellules de greffon, hématies étrangères, quand vous faites des transfusions de sang, que vous plantez de sang, les champignons, toxines, streptocoques, bref, tout. Alors le problème, c'est la cellule cancéreuse. Parce que c'est du soi, mais c'est du soi modifié. Elle possède à sa surface des CMH1 et des CMH2, et elle n'est pas toujours identifiée comme dangereuse. Et c'est pour ça que certains cancers se développent chez certaines personnes et deviennent létaux, mortels, alors que parfois un cancer peut démarrer et puis va quand même être reconnu comme étranger, va très vite être éliminé. Donc les cellules du CMH, elles appartiennent à deux classes. CMH de classe 1, elles sont présentes sur toutes les cellules de l'organisme qui sont nucléées, c'est-à-dire qui possèdent un noyau, et les molécules de CMH de classe 2 uniquement sur les cellules impliquées dans les réactions immunitaires.